passe tout de suite dans ce sens public à notre second débat que nous choisissons, vous le savez, volontairement décalé de l'actualité. Il est consacré ce soir à l'influence chinoise. Un rapport du Sénat pointe une ingérence dans nos universités. Ce n'est pas le seul secteur potentiellement à protéger. Hugo Lemonnier. Des youtubeurs, nouveaux relais de la propagande chinoise. Sur Internet, c'est eux qui portent la voix de la République populaire de Chine, comme ici au Xinjiang. La province où vivent les Ouïghours, une communauté persécutée par le régime chinois. Même les villages les plus reculés du Xinjiang peuvent réaliser leurs rêves et même étudier dans les meilleures universités du monde. En France, c'est un essayiste qui est devenu la coqueluche de la CGTN, la chaîne officielle chinoise. Maxime Vivas conteste dans un livre les répressions subies par la communauté ouïghour et dénonce même une campagne de désinformation occidentale contre le régime communiste. Quand des femmes ouïghours arrivaient en Occident, au début, on leur demande « Est-ce que vous avez été battus ?» « Non, non, on n'a pas été maltraités. »« Est-ce que vous avez été violés ?» « Non, pas du tout, pas du tout. » Et puis, quelques mois après, elles ont été prises en main par des organisations anti-chinoises et le discours est tout à fait différent. « Oui, j'ai été violée », puis elles pleurent. Son éditeur, Les Routes de la Soie, entretient des liens avec le Parti communiste chinois. Il édite la revue Dialogue Chine-France, en partenariat avec une société détenue par le régime. Je pense qu'il faut vraiment différencier ce qu'on pourrait qualifier plus ou moins d'agents d'influence. Il y en a qui le font pour des raisons financières, il y en a d'autres qui le font pour des raisons purement idéologiques ou en tout cas politiques. Et ce qui est assez spécifique, je pense, en France et plus largement en Europe, c'est certains individus qui, avant tout parce qu'ils veulent critiquer les États-Unis et un impérialisme entre guillemets américain, qu'il soit réel ou perçu, vont chercher à défendre en réalité les éléments de langage de la Chine. Mais le Parti communiste chinois compte également des relais au plus haut sommet de l'État. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, aujourd'hui représentant spécial du gouvernement en Chine, a été décoré de la médaille de l'amitié par le président Xi Jinping. Et lui aussi est mis en avant par la chaîne officielle du régime, la CGTN. Le leadership de M. Xi Jinping est un leadership puissant, dans un grand pays où il faut naturellement de l'autorité pour gouverner plus d'1,4 milliard d'habitants, mais aussi pour avoir un projet qui est le projet qui assume la légitimité du leadership. Des prises de parole dans les médias officiels, avant tout destinées à prouver au peuple chinois que le régime compte des soutiens dans les opinions européennes. Mais la priorité pour la Chine resterait le progrès technologique. C'est notamment de capter des technologies à l'étranger de façon licite ou illicite. Et ça, c'est une constante depuis plus de 30 ans de la part de la Chine. Selon un récent rapport du Sénat, certaines entreprises liées au parti unique auraient noué des partenariats avec des universités occidentales pour s'accaparer des innovations technologiques, y compris dans le domaine militaire. Les services de renseignement nous ont dit qu'en effet, ils avaient un certain nombre de dossiers où manifestement il y a des entreprises par avant qui avaient agi pour le compte d'États étrangers et qui étaient venus en France pour chercher de l'information. Ça, c'est évident. Problème pour les instituts de recherche français, trouver des partenaires de confiance dans un pays où de nombreuses entreprises sont noyautées par le régime. Voilà, et dans ce débat, on va se concentrer d'abord sur la question des universités, puisque André Gattolin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur LREM des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, et vous êtes le rapporteur de cette mission d'information sur le thème, c'est les influences extra-européennes à l'université. J'accueille également Alice Ekman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Votre livre « Rouge vif, l'idéal communiste chinois » est réédité au format poche de Flammarion. J'accueille également Jean-Paul Chang. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes économiste spécialiste de la Chine. Laetitia Krupa, évidemment, est restée à mes côtés. André Gattolin, on va détailler évidemment le contenu du rapport. On va avoir le temps de le faire. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que cette stratégie d'influence, il y a beaucoup de pays qui ont une stratégie d'influence. La France en a une aussi. Enfin, oui, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui vous fait dire que dans nos universités, c'est systémique et potentiellement dangereux ou problématique ? Alors,
tous les pays dignes de ce nom ont une politique d'influence. Souvent, ça passe par l'enseignement de la langue et de la culture. C'est du rayonnement, je dirais, culturel. Après, quand on va dans des choses qui sont beaucoup plus fortes, diffuses, notamment quand dans le monde de la recherche, on dit telle personne, on ne vous autorise pas un visa de recherche, on ne vous donne pas accès aux sources. Ou si vous dites ça, vous ne pourrez pas voyager ou venir. Là, on passe plus de l'influence traditionnelle, ce qu'on appelle le soft power classique, on passe à quelque chose de beaucoup plus dur. Et quand des chercheurs, voire même des parlementaires, se font attaquer parce qu'ils décident de visiter Taïwan, vous savez, ici on a un groupe d'études sur Taïwan qui existe depuis de nombreuses années, on a toujours fait des voyages à Taïwan. Ça pose un problème maintenant depuis 2 ans. On nous envoie des lettres commitatoires où d'ailleurs on change la doctrine. Il y avait une nation, 2 systèmes. On nous dit mais non, attendez, c'est une seule nation. 2 systèmes, ah bah oui, Hong Kong et Taïwan, c'est capitaliste, et la Chine intérieure, c'est socialiste. Il y a un durcissement, c'est ce que oui, c'est pour ça le régime Xi Jinping, c'est vraiment un durcissement. C'est au sein même du parti communiste, plutôt du pouvoir chinois. Oui. La prise d'un durcissement d'un pays qui était plutôt défensif tout en se développant et replié sur lui-même à une stratégie beaucoup plus conquérante, offensive. On le voit même sur le plan géostratégique. Ouais. Je me souviens, la Chine n'avait pas voté, c'était abstenu au moment de la résolution des Nations Unies condamnant l'invasion de la Crimée. Il y a encore quelques années, la Chine était très méfiante vis-à-vis des pays qui avançaient trop en dehors du droit international. Aujourd'hui, je pense qu'elle est dans une autre logique. Justement, Alice Ekman, il y a une nouvelle étape dans la diplomatie chinoise. On est loin de l'époque de Deng Xiaoping où il fallait faire plutôt profil bas, quoi. Ah, clairement, oui. Xi Jinping au pouvoir depuis maintenant presque 10 ans, depuis 2012 à la tête du parti et à la présidence de la République populaire de Chine. Et on va dire les orientations qu'il a prises ont surpris beaucoup. À l'intérieur de la Chine, tout d'abord, beaucoup de cadres du parti ont été étonnés par notamment ce qu'on appelle la campagne anticorruption, c'est-à-dire un recadrage qui a touché beaucoup de cadres du parti et de fonctionnaires, beaucoup aussi de cadres de l'Armée populaire de libération. Et puis dans l'université, puisqu'on parle des universités, les universités ont été davantage supervisées par le parti. Alors attention, ce n'est pas on va dire un changement de cap majeur. Le parti est déjà présent au sein des universités, notamment des directions bicéphales dans les départements de recherche, avec une validation qui était nécessaire pour organiser une conférence internationale, pour diffuser certains livres ou certains contenus en salle de classe. Mais cette supervision s'est vraiment renforcée avec une direction politique qui est vraiment au-dessus de la direction académique. Donc ça, c'est une tendance qu'on a vue progressivement au fil des années. Et on peut dire que beaucoup de pays, dont la France, avaient développé des partenariats universitaires avant la période Xi Jinping, et certains ont été un peu pris de court par la tournure prise par le mandat de Xi Jinping, et avec quelques années de retard, finalement, se sont posés des questions sur questions stratégiques et de sécurité, sur la nature des partenariats, est-ce qu'ils sont toujours viables, comment les mener tout en défendant les intérêts des 2 côtés. Après, il ne faut pas non plus sécuriser l'ensemble du débat. Tous les partenariats universitaires ne sont pas dangereux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de la recherche universitaire au sens large en Chine n'est pas du tout le même qu'en France. Donc comment coopérer avec 2 systèmes, un système très différent qui fait peur souvent lui-même à ses propres chercheurs. C'est ça la différence. On va y revenir. Je voudrais vous entendre, Jean-Paul Chang. Est-ce que vous pensez que cette menace dont parle le sénateur Gattolin, elle est surévaluée, exagérée? Personnellement, oui. Je pense qu'il y a une sorte de bruit de fond qui diabolise un peu la Chine depuis en fait la présidence de Donald Trump aux États-Unis, qui a finalement libéré et beaucoup de ressentiments vis-à-vis finalement de la Chine sur plein de sujets, que ce soit dans le domaine de la concurrence économique ou financière, ou la puissance, etc. La posture effectivement plus dure adoptée par la diplomatie chinoise, et l'évolution du régime, c'est-à-dire l'autorité de Xi Jinping sans arrêt réaffirmée. Tout ça dans un contexte international, on voit bien que finalement la Chine aujourd'hui, parler de l'influence de la Chine, il faut plutôt voir que la Chine n'a réussi à influencer personne, puisqu'elle a une image absolument désastreuse
depuis l'ensemble des médias, l'ensemble des institutions universitaires produisent que des textes qui sont relativement négatifs vis-à-vis de la Chine. Il y a une sorte de suspicion. Pourquoi ? Je ne sais pas, il faut se poser la question. C'est simplement, je pense que les Chinois ne savent pas manier le soft power. D'ailleurs, ils y accordent peu d'importance, à mon avis. Ils croient beaucoup plus à la réussite. Donc, vous dites que si l'influence était réelle, il n'y aurait pas tant de... C'est un peu la contradiction. C'est ça que je me suis dit, s'ils étaient si dangereux, ils n'auraient pas une image aussi, un discours aussi unanime aujourd'hui dans les médias et même dans les études. Allez, un mot de réponse, André Gattolin, puis ensuite on va détailler encore un peu plus. Oui, non, moi je crois que l'influence, c'est pas simplement avoir une bonne opinion, c'est aussi amener ses partenaires ou ses concurrents à les forcer à faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Et je crois qu'effectivement, ce régime actuel se moque complètement de l'image qu'il a, parce que le silence, les tergiversations sur les enquêtes, sur les origines du Covid-19, quand on voit les responsables de l'OMS qui vont enquêter, qu'on met pendant 3 semaines en confinement, qui n'ont accès à rien, qui disent les données ont disparu, c'est pas ça le problème de la Chine. Aujourd'hui, la Chine ne cherche plus à séduire, elle cherche à voir sa puissance, faire en sorte qu'elle soit crainte pour contraindre les gens. Donc cette pression qu'elle met, selon le contenu de votre rapport, sur certains universitaires ou certains scientifiques français, c'est avec quel objectif, c'est dans quel but ? L'objectif, c'est aujourd'hui, c'est d'être dans la conquête, je dirais, d'un pouvoir global. On n'est plus dans une logique de confrontation qu'il y avait entre les États-Unis et l'URSS, où finalement on avait un système d'un côté et un système de l'autre qui était alternatif. Aujourd'hui, la Chine considère, c'est son droit, qu'aujourd'hui, elle doit reconstruire l'ordre mondial. Elle est un système substitutif. On le voit dans toutes les institutions internationales, voire les diplomaties nouvelles qu'elle crée avec un certain nombre d'États. Elle veut être le système, l'empire du milieu, qui rayonne sur l'ensemble de la planète. Alice Ekman, est-ce qu'on n'est pas là dans une vision un peu franco-française ? Peut-être qu'on se voit un peu trop grand. Est-ce que la France est un enjeu pour la Chine ? Oui, c'est un enjeu parce que c'est quand même un pays qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un membre majeur de l'Union européenne, c'est une puissance diplomatique, la 3e puissance diplomatique au monde, enfin pour plein de raisons qu'on pourrait mentionner, à la fois diplomatique et géostratégique, c'est un enjeu. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas percevoir, on va dire, l'image de la Chine ou l'influence de la Chine uniquement depuis Paris. C'est-à-dire que je pense que l'influence de la Chine, en tout cas les tentatives d'influence de la Chine sont réelles, mais les résultats sont mitigés, comme finalement on le dit tous un peu ici sur le plateau de différentes manières, mais dans d'autres pays, notamment certains pays d'Afrique subsaharienne, certains pays d'Asie Sud-Est ou d'Amérique latine, l'influence est beaucoup plus grande. On peut le regarder tout simplement avec l'exemple du Covid et de l'assistance chinoise dans le déploiement de la politique vaccinale, aussi des tests, etc. C'est-à-dire que ces tests ou ces vaccins ont été rejetés par certains pays, acceptés par d'autres, de même que le projet des nouvelles routes de la soie. Certains pays ont signé des accords cadres sur les nouvelles routes de la soie, dont nous n'avons pas signé. Donc finalement, aujourd'hui, la Chine exaspère de plus en plus un certain nombre de pays, notamment de l'Union européenne, et continue à en séduire d'autres. Donc il n'y a plus vraiment un combat d'image uniquement, il y a un combat d'influence avec une promotion d'intérêts de manière plus ou moins efficace. Même quand il y a une prise de conscience, la promotion de ces intérêts peuvent toujours être aussi, très active, parce que quand même la diplomatie chinoise aujourd'hui c'est le premier réseau diplomatique au monde, si on compte le nombre d'ambassades et de consulats, c'est des diplomates relativement professionnels, c'est la 2e puissance économique, avec toujours une croissance significative, même avec certains ralentissements. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font dire que l'influence n'est pas à prendre à la légère. C'est-à-dire d'autres pays, tous les pays ont une politique d'influence, tous les pays qui peuvent se le permettre, mais justement la Chine a les moyens de se le permettre. Alors dans certains pays, dont la France, parfois les éléments de langage ou les tentatives sont tellement visibles qu'elles apparaissent contre-productives. Par exemple, les nouvelles routes de la soie. Les éléments de langage diffusés sur les nouvelles routes de la soie via des forums ou via des phrases clés, n'impriment plus en France. Et par exemple, on cite souvent l'exemple de Jean-Pierre Raffarin, mais il faut relativiser aussi, c'est pas Jean-Pierre Raffarin qui fait la politique étrangère de la France. Et puis, il peut y avoir aussi différentes communications, différents éléments sur la Chine. Je voudrais revenir sur l'épisode Covid, puisque vous l'avez cité les uns et les autres. C'est vrai qu'il y a ce sentiment, en tout cas, c'est ce que disait le sénateur Gattolin, d'opacité. Total. Enfin, je veux dire, la Chine a déclaré 4 morts du Covid-19. 4 morts. Ok, très bien. Bon, on la croit pas. Non, mais monsieur, pourquoi la Chine a
Pourquoi la Chine continue et s'enferme dans cette opacité et dans ce mensonge? Parce qu'elle a aussi orchestré des campagnes de désinformation, ce qu'on appelle les fake news, à la manière de la propagande russe. C'est-à-dire qu'il y a un cas qui est celui de Larry Romanoff, un pseudo-scientifique canadien, en tout cas l'Internet chinois l'a encensé comme étant un scientifique mondialement reconnu qui aurait enseigné dans cette université prestigieuse de Shanghai. Et puis quand on a cherché un petit peu, on a découvert, je dis on, mais c'est quand même l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire qui a découvert que cet homme existait, mais n'était absolument pas scientifique. Il a vaguement fait un peu d'import-export, et puis il était surtout complotiste, et il écrivait n'importe quoi sur la pandémie et la Chine. L'un des faits d'armes de sa biographie, c'est d'avoir été arrêté pour trafic de timbres en 1995. Voilà. Et la Chine s'en est servie, mais vraiment en employant point par point les méthodes du KGB en 1983, qui avait dit que le sida venait des États-Unis. Et bien là, la Chine a employé les mêmes méthodes pour dire le virus du Covid-19 ou de la Covid, je ne sais plus comment on dit, vient d'une base militaire des États-Unis. Donc vous voyez bien que la Chine est quand même au cœur aussi d'une guerre d'information, parce qu'il me semble quand même que l'image est fondamentale aujourd'hui dans notre société, notamment dans cette guerre d'influence. Mais la guerre numérique, est fondamentale. Il faut dire que historiquement, en France, la Chine a bénéficié de capital sympathie très fort à droite, à travers le gaullisme, puisque c'est en 64 que la France reconnaît, on est un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine, parce que quelque part, De Gaulle était une sorte de non-aligné sans l'être, refusant le commandement intégré de l'OTAN, et puis de la gauche, qui voyait le contre-modèle, je ne vous parle pas de 68, je parle même des partis traditionnels de gauche, qui voyaient un contre-modèle au stalinisme. Et ça perdure encore aujourd'hui. Et j'ai des collègues qui me disent « Ah ben nous, on était contents de voir arriver les Chinois, ils nous proposaient dans nos collectivités locales des développements mirifiques. » Un des échecs aujourd'hui dans les classes dirigeantes économiques et politiques, c'est que les promesses n'ont pas été tenues globalement. Moi, j'ai des tas d'amis qui ont été responsables de départements qui me disent on avait des projets mirifiques et qui ne sont jamais arrivés. Il n'y a eu que le 10e. C'est le même problème qu'il y a dans le reste de l'Europe avec tout le système 16+1 ou 17+1. Aujourd'hui, les pays de l'Est, entre guillemets, disent on nous a promis beaucoup, on n'a pas vu arriver grand-chose. Par contre, on a commencé à nous dire qu'est-ce qu'on devait faire. Jean-Paul Chang, vous nous écoutez calmement et en préparant l'émission, j'ai vu que vous dites souvent qu'on est un peu parano vis-à-vis de la Chine. Oui, moi, je trouve. Ils sont formidables. Pardon ? Oui, ils sont formidables. J'ai pas dit qu'ils sont formidables, mais j'ai dit qu'on peut très bien être ni laudatif, ni, je veux dire, systématiquement dépréciateur. Je crois que ce qui est important, ce n'est pas de mettre l'idéologie précisément en tête, c'est que si les relations internationales et la diplomatie n'ont plus que l'idéologie, nous sommes les meilleurs, nous sommes les valeurs, les bonnes valeurs, et les autres, c'est vraiment le diable, le mal, etc. Je veux dire, la diplomatie n'a plus de sens et les relations internationales risquent de devenir extrêmement explosives. Ce que je veux dire, je pense, moi, personnellement, que cette période où l'idéologie est en tête, 2 ans de Covid où les gens se fréquentent plus, ne voyagent même plus, on voit même plus les collègues universitaires, sauf en Zoom éventuellement, quoi. Je veux dire, bon, tout ça fait que le fossé se creuse. Et donc, en fait, on a l'impression que ça va durer et que ça va... Mais personnellement, je pense que c'est quand même très temporaire. Je pense que c'est temporaire parce que c'est pas possible, les différentes nations et les différents pays, y compris pour l'Europe et pour la France, à un moment donné, c'est nos intérêts réels qui vont être l'enjeu. Alors, il y a quand même des grands groupes français, les plus grands groupes français, d'ailleurs les plus successful, si on disait dire à la Bourse de Paris, ils ont des parts de marché gigantesques. La Chine, c'est pas seulement la grande usine du monde, c'est aussi le plus grand marché aujourd'hui du monde. Alors je vois que les Américains continuent à investir en Chine. L'ancien patron de Goldman Sachs continue à fréquenter les dirigeants chinois. C'est tout le problème de la politique. Ça contraint la politique puisque le marché économique est une telle opportunité. C'est vrai que c'est difficile après d'avoir une position très ferme. Non, mais je veux dire, on peut avoir une position
vision un peu plus sereine. C'est-à-dire que je ne participerai pas à une sorte de hystérisation, de qualification de l'autre en ennemi ou en danger et en menace, parce que je trouve que c'est contre nos intérêts à long terme. Il y a un élément, vous allez me suivre en régie, c'est le passage de l'interview du ministre du Commerce extérieur que je voudrais entendre dans quelques secondes. C'est effectivement Franck Riester qui est au cœur de cette problématique que vous êtes en train de poser. Et voilà, la Chine, c'est à la fois un concurrent et un partenaire économique. Et il est évidemment prudent, Franck Riester, quand il parle de la Chine, on l'écoute. Parce que nous refuserons toujours. C'est une logique de confrontation avec la Chine. Parce que ce qui est sous-jacent dans tout ça, c'est le risque d'escalade militaire dans la région. Nous voulons engager, si je puis dire, la Chine d'une façon exigeante, dans une compétition exigeante. Et on le sait bien en matière commerciale, la concurrence parfois déloyale que met en place les Chinois vis-à-vis des Européens est inacceptable. Et pour autant, on pense que la logique de bloc, la logique de quasi-guerre froide, est une mauvaise logique dans laquelle nous, Européens et Français, on ne veut pas se joindre. André Gattolin, qu'est-ce que ça vous inspire, cette réaction vous savez, quand on est ministre du commerce extérieur, effectivement, c'est extrêmement important. Mais pour revenir d'une manière plus générale, moi, je trouve le point de rupture, c'est Hong Kong. Hong Kong, la Chine était liée devant la communauté internationale auprès des Britanniques sur un statut de rétrocession et d'un accord signé, un traité jusqu'en 2047, et loi de sécurité nationale, loi sur la réforme électorale, qui casse complètement le traité. Par ailleurs, la Chine avait signé la fameuse convention sur les traités de Genève de 69, qui fait qu'on ne peut pas remettre en cause un accord sur des points avant son terme, sur des points où on n'a pas mis des réserves. On a une double rupture du respect des règles internationales. Tout ça s'est fait sous le silence. Et je pense qu'en partie, une des réactions des Américains, c'est avoir le sentiment d'avoir laissé passer ça. Alors, il y a un surdiscours sur Taïwan, ça je suis d'accord, on ne va pas aller à la Troisième Guerre mondiale à cause de Taïwan, mais je dirais le pouvoir, et notamment Xi Jinping, s'est enhardi d'une certaine manière de cette réussite qu'il a eu sur Hong Kong, parce que finalement la communauté internationale, y compris les Britanniques en plein Brexit, pendant des mois et des années, n'ont rien dit. Alors on va revenir quand même au contenu de votre rapport et à cette notion de stratégie d'influence avec Steve Jourdain. Rebonsoir Steve, bienvenue. Donc ce rapport du Sénat qui consacre cette stratégie d'influence, peut-être on peut revenir à une définition. C'est quoi une stratégie d'influence? C'est une stratégie systémique qui frôle l'ingérence. C'est ce que vous écrivez, André Gattolin, dans votre rapport. Alors vous avez organisé une trentaine d'auditions, vous avez interrogé les établissements d'enseignement supérieur français, vous avez aussi étendu vos investigations à d'autres pays que la France. Conclusion, il existe selon vous deux manières d'influencer les États étrangers. Tout d'abord, le façonnage de la réputation d'un État par la promotion d'un narratif ou par l'instrumentalisation des sciences humaines. Deuxième manière, la captation de données scientifiques sensibles. Dans les deux cas, vous considérez qu'il s'agit d'un risque majeur pour le pays visé. Et la Chine, est-ce que c'est l'État qui est le plus en mesure de conduire cette stratégie systémique? C'est en tout cas ce que vous écrivez, André Gattolin, même si vous évoquez évidemment les stratégies russes ou encore les stratégies turques. Mais les moyens mis en œuvre par la Chine pour sa politique d'influence sont sans commune mesure, selon vous, avec celle des autres pays. Alors comment la stratégie chinoise se traduit en pratique en France? Ça passe notamment par l'implantation et la multiplication des instituts Confucius dans l'Hexagone. Vous en parliez tout à l'heure, je crois. On compte 17 instituts de ce type aujourd'hui sur le territoire, des instituts qui sont chargés officiellement en tout cas de promouvoir la culture et la langue chinoise, mais ces instituts sont souvent directement intégrés à l'intérieur de nos établissements d'enseignement supérieur. Ils ont souvent un programme, ils ont un agenda politique, comme on dit, bien précis, qui conduit parfois à l'autocensure des enseignants, notamment en ce qui concerne la situation par exemple à Taïwan. Autre outil d'influence de la Chine, ce qu'on appelle le Front Uni. Alors ça date de presque un siècle, c'est un peu compliqué à expliquer. Il s'agit en fait d'un organe qui est rattaché directement au parti communiste. En Chine, le Front Uni sert à prévenir la dissidence politique à l'étranger, donc en France. Le Front Uni est un outil de contrôle de la diaspora, contrôle qui passe notamment par des pressions qui sont exercées sur les étudiants chinois. Thomas. Et alors, quelles sont les solutions préconisées pour lutter contre cette Alors, il y en a 26. On ne va pas toutes les faire, peut-être quelques-unes parmi ces recommandations.
recommandations, on peut citer notamment la création d'un observatoire des influences étrangères. On trouve aussi la nécessité de renforcer la protection juridique des activités universitaires. Et puis enfin, vous demandez d'agir pour davantage de transparence au sein de l'université. Merci Steve pour tous ces détails. André Gattolin, renforcer la protection juridique des activités universitaires, ça pourrait passer par quoi ? Notamment, on a un certain nombre de chercheurs qui se trouvent aujourd'hui attaqués dès lors qu'ils ne sont pas fonctionnaires, ils n'ont pas la protection fonctionnelle. On a eu une chercheuse, une sinologue qui a fait l'objet d'attaques. Elle devait payer seule les procès qui lui étaient intentés. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est aussi signaler ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde un petit peu du silence. Lorsque j'ai fait mes auditions, il y avait des représentants d'universités où il y avait des instituts Confucius. Une des responsables, après avoir témoigné en visioconférence, donc ouverte, s'est retrouvée admonestée par ses collègues en disant « Mais pourquoi tu allais parler? Tu comprends, les Chinois c'est important, nous avons des échanges, ça va pas leur plaire, t'aurais mieux fait de rien dire. » Directrice, enfin patronne d'université. Pendant que vous parlez, on voit la carte des 17 instituts Confucius. Mais les instituts Confucius, pour moi, c'est pas le principal problème. C'est le soft power old school de la Chine, d'avant Xi Jinping. Aujourd'hui, Xi Jinping, c'est les programmes de talent, c'est envoyer des gens. Vous savez, quand il y a un programme qui est créé en 2000... c'est le programme 1000 talents, c'est ça? Oui, il y a le programme 1000 talents, mais aujourd'hui, il n'existe plus. Il y a 10 000 autres. Mais il consiste à proposer à un universitaire, un chercheur, de venir faire des cours, d'être salarié, et peu à peu, on se rend compte qu'il y a, comme ça s'est passé au MIT. Pardon, mais mais ça, on a une responsabilité. Mais pendant longtemps, la Chine n'avait rien à prendre, on donnait tout. C'est-à-dire qu'en termes de coopération, la France a été un des pays les plus ouverts vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, elle se retrouve en compétition. Moi, j'ai un ami qui est industriel en Suisse et qui est une des sociétés de nouvelles technologies les plus importantes. Il est allé en Chine en 2000. Il a développé son business. Il m'a dit, à partir de l'arrivée de Xi Jinping, je me suis fait prendre toutes mes données, j'ai tout fermé, j'ai tout rapatrié en Europe. C'est-à-dire que c'est très difficile de garder votre savoir-faire, votre propriété intellectuelle, vos contenus. Si vous ne pouvez pas acheter, entre guillemets, l'université, vous achetez un chercheur. Jean-Paul Chang, est-ce que ce régime est beaucoup plus offensif dans... parce que c'est pas nouveau, effectivement, la guerre économique ou la chasse au talent? Écoutez, moi, je pense d'abord que c'est un comportement de pays puissant, voilà, donc avec une industrie forte, une finance forte, un développement important. Je pense aux États-Unis, le nombre de talents européens ou même mondiaux qui partent aux États-Unis chaque année. Et on ne parle pas de l'influence américaine ou d'ingérence américaine, mais non européenne. Hein, je veux dire, on parle que de la Chine, de la Chine, de la Chine. Alors, il y a le soft power, c'est un mot qu'on a souvent appliqué pour parler de Je pense que c'est un peu facile, si vous voulez, de toujours dire que nos problèmes... Vous avez pointé le doigt sur... Il faut payer mieux nos universitaires, nos recherches, protéger. Bien entendu, il faut faire ça. Mais de là à toujours trouver un ennemi extérieur pour justifier de nos faiblesses, je trouve ça pénible. Deuxième chose, c'est les problèmes d'influence, ingérence, etc., avec des sous-entendus du genre le Front Uni, la diaspora chinoise, j'ai lu dans le rapport, etc. Quel sous-entendu? Le Front Uni, ça n'existe pas, monsieur? Non, mais que... C'est pas un organe du Parti communiste? Il y a une contradiction dans le rapport sur ce que c'est que la diaspora chinoise. Oui. Je vous signale, je ne sais plus quel était l'expert qui a déposé, laissez-moi finir s'il vous plaît, qui a parlé de la diaspora chinoise en disant qu'ils veulent influencer la diaspora chinoise parce que c'est la plus dangereuse pour le régime chinois, quelque part. Et derrière, ça se transforme en une sorte de... sous-entendu, c'est presque la 5e colonne qui risque effectivement de déranger notre sécurité, etc. Et tout. Je trouve qu'il y a un petit côté péril jaune là-dedans. Et pour tout dire, je ressens ça un peu comme du racisme anti-jaune. Écoutez, ma femme est asiatique, alors ne parlez pas de péril jaune. J'ai veillé précisément qu'on ne doit pas parler de la diaspora de manière univoque en disant c'est la 5e colonne. Non, précisément, il y a aussi une volonté. Mais les Turcs font la même chose vis-à-vis de la population turque qui réside en
en France parce qu'ils sont confrontés à un autre régime et ça les inquiète qu'il y ait des influences à l'intérieur de la population. C'est aussi ça le contrôle de la diaspora. C'est pas la même chose des gens qui viennent étudier de manière décidée, organisée dans une université avec parfois des objectifs qui dépassent celui simple d'études qu'une population locale qui elle-même peut être parfois sous pression de l'état d'origine parce qu'on se dit ces gens pourraient prendre des habitudes démocratiques qui ne sont pas à nos normes à nous. Vous revenez sur l'idéologie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une ingérence, il faut qu'il y ait quand même des faits d'ingérence. Ingérence, ouais. Est-ce qu'ils se sont ingérés dans nos élections? Est-ce qu'ils sont ingérés dans la législation, dans nos rapports parlementaires? C'est quoi l'ingérence? C'est un contenu précis. Si oui, il y a ingérence, qu'on les arrête, qu'on fasse des procès, qu'on délivre les images. Mais c'est facile de jeter un doute, une suspicion comme ça, parce que forcément, je veux dire, ça rejaillit sur toute une partie de la population. Et pour moi, si vous voulez, c'est une façon... On a déjà vu des réactions comme ça dans d'autres pays, que ce soit à propos de l'origine du Covid, etc., que le nombre d'incidents anti-asiatiques se sont démultipliés dans un certain nombre de pays, notamment anglo-saxons. Et donc, je pense qu'il faut faire attention quand on commence à dire... Mais alors, André Gattolin, répondez à cette question, si M. Chang demande des preuves d'ingérence, donc restons sur la question de l'université française. Mais des pressions, il y en a. Moi, je n'ai pas parlé d'ingérence, je parle d'influence. Des pressions, il y en a perpétuellement. Pendant des années, je suis parlementaire maintenant depuis plus de 10 ans, dès que je publiais un papier sur le Tibet, etc., où je faisais une déclaration, j'avais une plainte qui était posée auprès du ministère des Affaires étrangères à une personne qui reçoit les plaintes, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, on accuse les parlementaires de ne pas obéir aux ordres de l'État et on dit à l'État, vos parlementaires disent des choses, ils veulent aller à Taïwan, ils ont dit ça, c'est pas bien. Écoutez, j'ai essayé de monter il y a 6 ans un colloque ici sur l'Europe et la Chine avec des chercheurs d'origine chinoise qui vivaient à Londres, qui travaillaient dans une très grande université, pour pas la cacher, la London School of Economics, mais qui n'étaient pas des gens affiliés au régime, qui travaillaient sur la Chine, qui connaissaient. J'ai vu tout mon parterre d'invités disparaître. Quand j'ai essayé de comprendre pourquoi tous les gens annulaient, j'ai eu un des chercheurs, il m'a dit j'ai été convoqué par ma direction en me disant que les fondations chinoises donnaient 300 000 livres par an à cette université et que si j'y allais, c'était à mes risques et périls et notamment ma chaire était payée par cette dotation. Ça s'appelle de l'influence. Je pense qu'on est dans un pays libre où les gens doivent pouvoir s'exprimer librement. Après, ce que vous dites qu'il manque d'argent dans la recherche, je suis le premier à le dire depuis des années. Pas d'arbitrer, mais quel regard vous portez sur pas arbitrer. Moi, j'analyse la Chine, que je connais presque mieux que la France. Mieux que la France, on peut le dire. Clairement, les chercheurs chinois, aujourd'hui, c'est eux les premières victimes. Les chercheurs et les étudiants chinois, les premières victimes du durcissement des conditions de travail dans le monde de la recherche. Concrètement, un chercheur chinois, aujourd'hui, a beaucoup plus de difficultés, voire l'impossibilité de quitter le pays pour effectuer un terrain de recherche sur la France, par exemple, quand il est spécialiste de l'Europe ou de la France, ou de le faire avec un camarade et avec un responsable, on va dire, du parti ou en tout cas du département de liaison internationale de sa structure. Enfin, on va dire, il y a des contraintes très fortes dans l'exercice de leur métier. Par exemple, pour organiser une conférence internationale, ils vont devoir avoir... Je vous interromps, je vous remercie parce que vous devez partir en séance. Oui, je vais intervenir tout de suite. Ça s'appelle du direct. Donc merci d'être venu présenter le contenu de votre rapport. Il n'y a pas de souci. C'est tout prêt. Hein, l'hémicycle est là, donc vous n'avez pas bien loin à aller. Merci beaucoup. Merci. Pardon de nous avoir interrompu. Il n'y a pas de souci. Donc oui, le monde de la recherche a évolué en Chine. Il est beaucoup plus contraint. C'est une réalité. Ils sont contraints dans leurs échanges internationaux. Donc nous, quand nous sommes contactés pour une conférence internationale ou quand on a justement à faire des choix sur le type de partenariat avec quelle institution chinoise, de quelle manière, bien sûr, ce sont de nouvelles questions qui se posent puisque le contexte en Chine n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Donc la façon dont on travaillait, la façon dont on échangeait, la façon dont on concevait une conférence en conjointe n'est pas la même. Bien sûr, les échanges doivent continuer à exister parce que nous sommes dans un monde interconnecté et même tout simplement pour comprendre la Chine, en tant que chercheur sur la Chine, on a besoin d'échanger avec des chercheurs chinois, mais il ne faut pas être naïf sur l'exercice de leurs fonctions, leurs conditions de travail. Elles ne sont pas les mêmes que les nôtres.
Donc dans ce contexte-là, ils ne pourront pas répondre de la même façon aux questions qui leur sont posées, ils ne pourront pas se dépasser de la même manière. Et pareil pour les étudiants de plus en plus. Donc ça, c'est quand même une question, et sans généraliser sur l'ensemble des étudiants chinois, mais les conditions ne sont plus les mêmes. Par exemple, une question toute simple, comment éviter que les étudiants chinois s'espionnent entre eux dans les universités françaises? C'est tout simple. Tout le monde n'est pas espion, et voilà. Mais comment un étudiant chinois peut tout simplement étudier à la française en France, c'est-à-dire librement et s'exprimer librement en salle de classe? Justement, monsieur, en fait, je voulais juste connaître votre définition du régime politique chinois. Comment on pourrait le définir? Comment ça? Je ne sais pas, est-ce que c'est un régime autoritaire? Est-ce que c'est un régime démocratique? Est-ce que c'est une dictature? Est-ce que c'est, vous voyez, il y a différents régimes politiques. Comment vous pourriez le définir, vous? C'est le produit de l'histoire politique de la Chine, effectivement. C'est à la suite d'une victoire militaire en 1949, avec un parti communiste chinois qui a la prétention d'incarner effectivement la renaissance de la nation chinoise, donc il y a un côté nationaliste et tout, qu'ils ont leur propre système de choix de leurs dirigeants, de leur politique, etc. Ils ont leur façon de délibérer entre eux, de trouver des compromis, etc. C'est pour nous, de nos points de vue, effectivement, c'est un régime qui est autoritaire, qui est centralisé, qui n'est pas... mais de là à dire que il n'y a rien à étudier de près, à mon avis, ce serait faire une grande erreur, parce que ce qui est important, c'est les échanges. Ça fait 2 ans que les échanges sont plutôt courts en ce moment. Moi, ce que je crains le plus, c'est que s'il y a des barrières supplémentaires dans les échanges universitaires par des craintes du type... Ça s'est passé dans les années 50. Hein. Ce que j'ai un peu peur, c'est quand même qu'à un moment donné, on décroche complètement sur la connaissance de la Chine. J'ai lu un article dans le Washington Post. Hein, les services de renseignement américains, ils se sont réunis, etc. Et ils se plaignent de ne plus avoir de spécialistes de la Chine et ils ne connaissent plus les processus de décision de ce qui se passe en Chine. Évidemment, si vous passez votre temps à être militant et à lancer des slogans, tout ça, vous ne pouvez pas établir éventuellement des contacts et apprendre comment ça fonctionne, etc. Ça, vous dites que c'est la conséquence notamment du mandat de Donald Trump Je pense qu'il y a une sorte de hystérisation du thème idéologique. Et ce que moi, je préfère, effectivement, c'est quand même revenir un peu comme avant. Il y a des choses qui sont dues au contexte chinois, comme Alice l'a dit très, très, très justement, donc difficulté pour les chercheurs chinois d'être plus libres, etc. Ils sont dans un contexte qui est un peu hostile aussi par rapport au monde extérieur. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans nos intérêts de continuer à avoir essayer de revenir sur les contacts, mais on peut faire preuve de lucidité et de prudence aussi, Alice et de mieux comprendre ce qui se passe. Parce que c'est aussi l'objectif. C'est autrement, je veux dire, on aura une génération de gens qui ne comprendront rien de ce qui se passe là-bas et qui ont simplement... Ça vous fait réagir Non, mais je pense quand même que dans l'historique on va dire, des événements, les premières barrières aux échanges viennent quand même de Pékin. Il faut le dire aujourd'hui, pour leurs chercheurs, pour leurs institutions. Donc dans ce contexte-là, oui, il est difficile aujourd'hui de dialoguer, d'échanger. Voilà, il existe en effet une idéologisation du débat, mais elle est pas déconnectée, c'est-à-dire que l'idéologisation de la diplomatie est réelle. Nous sommes dans des tensions que je considère de type guerre froide, toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'en Chine, il y a un discours anti-occidental très fort au sein du parti, je ne parle pas de l'ensemble de la population, mais le parti quand même déploie un discours anti-occidental où tous les occidentaux seraient des forces hostiles, anti-chinoises, dont il faut se méfier, et ce serait vrai de tous les médias américains, de tout Ça doit quand même rejaillir sur l'opinion publique. Bien sûr. Et donc, dans ce contexte-là, il est normal ensuite que ce discours politique rejaillisse au sein d'une partie, on va dire, de la recherche du monde académique chinois qui essaye notamment parfois de faire bonne figure dans un contexte difficile et aussi dans un contexte de tension sino-américaine renforcée. Donc, je veux dire, c'est pas une idéologisation du débat qui est déconnectée. C'est-à-dire, nous sommes dans une diplomatie qui reflète des tensions idéologiques très fortes. Voilà. Alors, factuellement, et ne serait-ce que décrypter l'existence de ces tensions idéologiques, c'est déjà, je pense, le premier travail des chercheurs et c'est pas près de se calmer, de mon point de vue. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et je remercie aussi le sénateur Gattolin qui a dû partir en séance. Il devait parler, je crois, juste avant le Premier ministre, donc c'était très important de filer. Il nous avait prévenu quand même avant le début du débat. Il ne nous a pas pris en traître, je tiens à le dire. Et je rappelle le titre de votre livre, Alice Ekman, c'est « Rouge vif, l'idéal communiste chinois » et c'est réédité au format poche de Flammarion.